J'ai commencé comme journaliste vraiment très jeune, hein. J'ai commencé à 23 ans. Je suis rentré dans le groupe de Claude Perdriel, Nouvel Observateur, Le Matin de Paris. À l'époque, il y avait Science et Avenir. J'ai commencé donc au Matin de Paris précisément. Ensuite, avec des petites piges pour le Nouvel Observateur. Et lorsque Max Gallo qui était secrétaire général de l'Élysée, a été nommé rédacteur en chef du Matin. Hein, parce que c'était une volonté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. À l'époque, les journalistes avaient des réactions politiques, puisque toute la rédaction du journal Le Matin avait démissionné. C'était un journal de gauche, hein, mais il n'avait pas accepté justement que le secrétaire général de l'Élysée soit nommé rédacteur en chef. Donc tout le monde, enfin quasiment 90% de la rédaction a démissionné. Et pour ma part, bah, je me suis retrouvé parce que moi je m'occupais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était en train de naître, c'était l'informatique, hein. C'était les micro-ordinateurs, les premiers Apple, etc. Et donc je me suis retrouvé, donc parce que Philippe Tesson envoyait mes papiers, et le lendemain je me suis retrouvé au quotidien de Paris où je suis resté quasiment 20 ans, quoi. Enfin, jusqu'à la fin du journal. Ensuite, j'ai conjointement été donc rédacteur en chef de France Câble et Radio, qui était le bras armé de France Télécom. Enfin, c'était Internet avant Internet, hein, parce que c'était des réseaux. C'était un réseau genre Minitel, vous voyez. À l'époque, c'était sur Minitel, mais qui permettait de relier la totalité des plateformes, par exemple de Elf, tout ce qui était Elf Aquitaine, les plateformes de forage au fin fond du Nigérien, enfin au large du Nigeria plutôt. Et donc il y avait énormément de banques aussi qui me suivaient, et je donnais tout ce qui était information technologique, informatique, et de puissance de calcul, vous savez, pour les grands groupes informatiques, en fait, pour les grosses multinationales, qui étaient vraiment passionnés par mes papiers. En fait, déjà à l'époque, je faisais une revue de presse qui était similaire à celle-ci, mais qui était, elle, très high-tech, hein, parce que là, c'était vraiment du réseau, satellite et puissance de calcul ce qu'on appelait à l'époque des mainframes. Voilà, donc ensuite, j'avais piloté tout ce qui était comment dire, publication internet du groupe IDG. Et alors c'était assez curieux d'ailleurs, puisque donc à l'époque il y avait le monde informatique, il y avait réseau et télécom, distributique, enfin pas mal de journaux comme ça, vraiment toujours spécialisés. Et donc je leur avais annoncé 4 mois avant, hein, 5 mois avant même. Je leur avais dit, mais attendez, tout ça c'est une bulle, c'est de l'internet, c'est une bulle, ça va exploser. Aucun des plans financiers que vous avez mis en place ne fonctionnera. Vous allez vous retrouver à pleurer et vous serez obligé de faire des licenciements massifs. Et alors, bien entendu, le conseil d'administration avait dit que j'étais Cassandre, et donc ils m'ont gentiment demandé de partir. À la suite de quoi, ben, avec un autre journaliste du quotidien, Henri Tricot, ben, on a lancé, à l'époque, on a lancé la maison d'édition, le Quotidien de Paris, qui aujourd'hui est dirigé maintenant par et qui appartient d'ailleurs à Marie-Hélène Kervarek. Et vous voyez que déjà à l'époque, j'essayais de prévenir, mais là c'était vraiment dans mon entourage proche, un désastre, hein. Ils ne m'ont pas écouté, et malheureusement 4 mois après, une fois que la bulle a vraiment explosé, elle a explosé grosso modo, je crois 6 mois après mon départ, quasiment la moitié se sont retrouvés, ont été jetés à la rue. Hein, voilà. Et pas que chez IDG, hein, c'était l'intégralité de tout ce qui était high-tech, et surtout, bien entendu, presse financière. Parce que ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que l'avidité fait que les gens ne veulent pas voir la réalité. C'est très intéressant parce que c'est toujours valable aujourd'hui. L'avidité porte les gens beaucoup plus loin, et comment dire, et leur permet de croire qu'ils vont qu'ils vont se porter mieux, comme si seul l'argent permettait d'apporter un bien-être. Alors que on voit bien que la spiritualité permet d'avoir un bien-être infiniment plus important dans la vie des gens. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on va dire ça comme ça. Dire aux gens qu'il y a une catastrophe qui va arriver, eh bien, ils n'aiment pas.
Hein, voilà. Et donc ils préfèrent ne pas vous écouter et vous virer. Et vous savez, l'ironie de la chose, je repense à ça. L'ironie de la chose, c'est que le PDG du groupe IDG, qui donc m'avait licencié, on va dire ça comme ça, 8 mois plus tard, était venu me demander, parce que lui-même s'est retrouvé au chômage, était venu me demander de l'embaucher donc au sein de la maison d'édition qu'on venait de lancer avec Henri Tricot. Vous voyez, les gens ne veulent pas croire quand on... Pourtant, tous les signaux sont là. Il suffit simplement de regarder. Il suffit d'analyser. C'est pas bien compliqué. On n'a même pas besoin d'être un analyste financier. La preuve, c'est que les analystes financiers sont des crétins finis, puisque même eux n'ont pas vu la crise venir. C'est ça qui est incroyable. Hein, tous les comptables, experts comptables, commissaires aux comptes, sans parler des banquiers, hein, voilà, des directeurs financiers, ils n'ont pas vu la crise arriver. Et c'est tout à fait extraordinaire. Pourtant, tous les signes étaient là. Ah bah, vous savez, le Jardin des Livres, maintenant, ça fait depuis 2001, hein, ou 2002, je sais plus, 2001, je crois. 2001, et je me suis vraiment occupé de la publication de livres, hein, parce que vous savez, moi, je suis quand même assez connu des Français maintenant depuis 20 ans, grâce à mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, hein, qui est réédité chaque année, que ce soit en version poche ou dans la version 600 pages. C'est quelque chose qui est vraiment très connu. Et ce que j'avais vu, c'est qu'il n'y avait pas de... comment dire, les maisons d'édition, dès qu'il s'agissait de spiritualité, soit vous tombiez dans le New Age complètement stupide, soit vous tombiez dans le béni oui oui, ouais, cette espèce de mièvrerie. Et donc, moi, avec Tricot, on voulait trouver en fait un juste milieu avec une approche de journaliste, hein, tout simplement, de documents factuels. Voilà. Et donc, j'ai toujours respecté cette ligne. Et lorsqu'en 2007, 2007, moi je voyais dans la presse financière, dans le Financial Times par exemple, que les grosses banques d'un seul, novembre-décembre, elles ont commencé à vouloir se recapitaliser. Je trouvais ça quand même franchement inquiétant. Et donc quand il y a eu l'affaire Kerviel, ben là j'ai lancé ma revue de presse sur mon site, hein, que vous connaissez, hein, sur quotidien.com et jevenec.com. Voilà. Et depuis, moi, à l'époque, franchement, je pouvais pas imaginer que ça prendrait une telle ampleur, hein, sincèrement. Mais parce que n'oubliez pas, j'avais annoncé quand même l'explosion de Wall Street avant que ça se passe. Hein, parce que j'ai commencé la revue de presse le 20 février 2008. Hein, donc là, je sais plus, on est 2 ou 3 mars. Wall Street a explosé totalement. Enfin, la plus grosse explosion, on va dire, c'était le 29 septembre 2008. Voilà. Bah, 777, si vous voulez, c'est la résultante de ce qui s'est passé le 29 septembre. Hein, le 29 septembre, c'était la fête des anges, j'en ai déjà parlé maintes fois. Hein, c'est la fête des anges, Wall Street a explosé ce jour-là, et sur le tableau du Dow Jones, il y avait moins 777,7. Hein, voilà. Donc c'est là où je me suis dit, bon là c'est pas possible, c'est pas le hasard. Voilà. Et donc j'ai écrit le livre 777, là j'étais au salon de Bruxelles, vous avez aucune idée du nombre de lecteurs belges qui sont venus me voir en me disant, vous savez monsieur Jovanovic, j'avais lu votre livre, hein, il y a 3-4 ans quand il est sorti, ou 5 ans, je sais plus. C'est incroyable ce que vous avez annoncé la chose. Hein, et comme vous le savez, j'avais même annoncé un an à l'avance, précisément, le jour pour jour, à la radio ici maintenant, avec Laurent Fent. J'ai expliqué pourquoi, selon mon interprétation du texte de l'Apocalypse de Jean, Benoît XVI allait être éjecté à coups de pied au cul du Vatican. Voilà. C'est littéralement. Hein. Alors bien entendu, tous les cathos papistes ont hurlé ouais, Jovanovic, machin, il sait même pas de quoi il parle. Bah si, hein, même bien mieux que vous finalement. bien, parce que finalement personne ne l'a vu venir celui-là. Hein, voilà, vous êtes voilà, hein, vous êtes d'accord. Voilà, donc effectivement, alors le jour où Benoît XVI a démissionné, je peux vous dire que là, ça a jeté un froid, comme on dit, hein, et donc vous savez même, c'est surtout dans le monde financier, parce qu'il y a énormément de banquiers, de financiers, de boursicoteurs, etc., qui suivent la revue de presse, et d'un seul coup, ils se sont pris de passion pour la spiritualité. Ils ont lu 777,
Et ils étaient obligés de convenir que j'avais annoncé effectivement un certain nombre de choses. C'est pas moi qui annonce, hein, à nouveau. Je tiens à préciser, hein, de remettre les points sur les i. C'est Jean. C'est la vision qui a été donnée à Jean par le Christ et les anges. C'est très important. Hein, voilà. Et donc cette grille fonctionne. Et j'avais expliqué déjà à l'époque que 666 c'était pas, c'est le nombre de la finance, du monde financier. Et dans celui-là, je vais beaucoup plus loin, où j'explique qu'en fait 666 c'est effectivement la finance, hein, parce que vous ne pouvez ni vendre ni acheter sans être marqué par le nombre de la bête. Hein, que celui qui a l'intelligence, machin, etc. Voilà. Et je me dis, mais attendez, le seul texte qui en parle, c'est ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, mais c'est le seul texte dont Jean disposait. Et donc il nous pointait le doigt dans le futur, hein, pour nous, 2000 ans plus tard, pour qu'on puisse comprendre qu'en fait, il parle de 666 talents d'or, de lingots d'or. Il parle de l'or. Et il dit qu'on va vers une catastrophe monétaire, une apocalypse qui va être entamée par justement cette immense escroquerie qu'est le dollar américain, qui va ruiner le monde et qui va mettre le monde à feu et à sang, parce que tous les distributeurs vont être arrêtés. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai plus personne. Hein, vous savez, avant il y avait toujours des gens qui me disaient ouais, Jovanovic, t'es un crétin, tu annonces, machin, etc. C'est marrant, depuis que les gens ont reçu leur feuille d'impôt, depuis que leurs parents retraités ont été décimés, alors qu'ils ne payaient pas d'impôts, ils ont été décimés, avec toutes les hausses et les taxes, il n'y a plus personne là, pour le coup, pour discuter de la validité, si je peux dire, de mon interprétation. D'ailleurs, on la voit tous les jours à l'œuvre. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je vois, si vous voulez, je vois par exemple, il y a quelque chose de très drôle à l'Assemblée européenne, hein, à Bruxelles. Vous avez, je ne sais plus combien de députés, et le siège. Alors tous ces gens à Bruxelles qui vous disent nous on ne croit pas en Dieu, on est athée, etc. Étonnamment, le siège numéro 666 n'est pas attribué. C'est-à-dire que tous ces crétins qui se disent athées, dès qu'ils arrivent devant 68, c'est alors il y a une crainte, vous voyez. C'est comme tous les pays arabes, vous savez, qui demandent aux soldats français quand ils arrivent en Arabie Saoudite d'enlever leur croix. Ils sont tellement terrorisés par les croix qu'ils ne veulent pas en voir une seule, hein, tellement ils ont peur de la puissance de la croix. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Hein. Aujourd'hui, vous voyez toutes les églises de France détruites, enfin toutes. Je veux dire dans la campagne, le nombre d'églises qui sont taguées, les statues de la Vierge détruites. Là, la semaine dernière, c'était une statue de la Vierge de Lourdes dont les deux mains ont été cassées. C'est quand même, il y a un malaise profond. Et en même temps, vous voyez, ils essaient de détruire ceux dont ils ont peur. C'est ça qui est intéressant. Hein. J'ai eu le général Tauzin en interview lors de la revue de presse à la radio la semaine dernière, mercredi. Il me disait exactement la même chose. Hein. Il dit on va vers une guerre civile. Hein. Cette guerre civile, elle est possible. Hein, mais si vous voulez, là on est au con. Il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Vous avez cette explosion bancaire. Toutes les banques sont en faillite. Toutes. Il n'y en a pas une qui tient vraiment la route. Pas une. Hein, la seule qui tenait la route jusqu'à présent, c'était HSBC, et vous avez vu l'acharnement de la CIA et de la NSA à détruire cette banque, hein, et c'est un dossier que je suis maintenant depuis 2012, hein, parce que déjà j'en parlais de la liste, vous savez, de la liste Lagarde, en disant que la DGSE avait cette liste, hein, et on a appris hier ou avant-hier que effectivement la DGSE avait confié un micro, un mini micro, tellement petit, il était coincé dans un livre comme ça, vous voyez, au bord, donc il était vraiment imperceptible, et il était indétectable. Hein, donc la DGSE est vraiment dans le coup, et la DGSE travaille bien entendu la main dans la main avec la CIA. Voilà, c'est intéressant d'ailleurs de voir toutes ces connexions. Hein. Là, voilà, on va vers une sorte de. Vous avez lorsque tous les distributeurs vont s'arrêter, vous voyez, la haine va ressortir. C'est ça qui va se passer. Hein, parce qu'on a vu ça à chaque fois.
Ouais, il se passe ce qui s'est déjà passé dans les autres pays, hein, c'est un chaos total. Les Français ne sont, contrairement aux pays de l'Est, eux sont pas entraînés, hein. Ils ont vécu dans l'opulence depuis l'arrivée de Gaulle, hein, grosso modo. Donc en conséquence de quoi, ils sont pas du tout entraînés, par exemple, comme les Russes, comme les Bulgares, tous ceux qui ont connu la pénurie et qui vivaient avec le système D, hein, ou les Serbes par exemple, hein, qui ont vécu l'une des plus grandes arnaques bancaires de l'histoire. Non, je commence avec Saint-Pierre, hein, très précisément. Hein, et justement, ce n'est pas un shekel qui distribue. Intéressant, hein, je le souligne d'ailleurs dans le livre. Le Christ, Pierre n'a pas l'argent pour payer un péage pour le Christ et lui-même, qui lui sont demandés par les prêtres juifs. Et donc le Christ demande à Pierre d'aller sur la plage, de jeter son hameçon, et lui dit, dans le premier poisson qui va accrocher, tu lui ouvres la bouche, et au fond de la gorge, il y a une pièce que tu vas utiliser pour payer cette taxe, hein, cette écotaxe. Voilà. Et cette pièce, c'est très important. Je pense que même les auteurs des évangiles n'ont pas fait vraiment attention à ce détail, mais c'est une pièce grecque. Ce n'est pas un shekel. Donc déjà, c'est très intéressant parce que le Christ affichait son mépris total. Il respectait la monnaie grecque, mais il méprisait le shekel juif. C'est très intéressant à observer. Je le souligne, hein, dans le livre. Oui, oui. Alors pourquoi? Enfin bon, je vais pas parce que j'ai déjà eu l'occasion de le développer, mais pour résumer en deux lignes, autant le Christ, si vous voulez, n'hésitez pas à prendre un poisson et le répliquer à 4000 ou 5000 exemplaires pour nourrir les pauvres ou ceux qui assistaient au sermon sur la montagne, autant il s'est toujours refusé de prendre je sais pas, une pierre par terre et de la transformer en 4000 ou 5000 pièces d'or ou d'argent. Hein, voilà, jamais. Hein, aucun évangéliste, ni Marc, Jean, Matthieu, etc., Luc, et même les apocryphes, hein, d'ailleurs, surtout les apocryphes, qui sont beaucoup plus intéressants, finalement, ne rapportent un quelconque miracle monétaire de la part du Christ, alors qu'il aurait pu parfaitement le faire. Hein, sinon, il se serait transformé en distributeur automatique géant, quoi, ambulant. Hein, voilà. D'ailleurs, le Crédit Agricole a vous savez, une camionnette. Vous savez, avant, c'était les bibliothèques et les boulangers, les camions qui sillonnaient, vous savez, toute la France. Les régions, vous savez, là où vivent des agriculteurs, etc., dans les montagnes, en Lozère, dans la Creuse, vous avez une banque ambulante, hein, du Crédit Agricole, je crois, ou LCL, je sais plus. Donc et le Christ, lui, bon, qui marchait beaucoup, effectivement, aurait pu être aussi une banque ambulante par cette méthode-là, mais il a refusé de le faire. Donc il a refusé d'inventer une valeur qui n'existait pas. La seule fois où il l'a fait en produit fini, hein, et en consommation immédiate. Et il a jamais trop insisté, vous voyez. Et je pense que ces miracles étaient faits pour rentrer dans l'histoire. Mais le miracle de la pièce dans la bouche du poisson, on est un autre historique. Et qui nous enseigne, enfin du moins moi je l'ai interprété comme cela, et tous les lecteurs depuis sont tout à fait d'accord avec moi. Ils me disent effectivement, pour les catholiques qui vont à la messe régulièrement, ils nous disent jamais nos curés africains qu'on voit avec des grosses baskets et en survêtement faire la messe, jamais, et même les curés français n'ont lu ce passage parce que, comme tous ces curés ne croient pas au surnaturel, ils considèrent, si vous voulez, que ce type de miracle, c'est vraiment pour les simples d'esprit. Voilà. Donc moi je dis, voilà, je suis un simple d'esprit. Non mais très sérieusement, c'est là où c'est là où la foi fait la différence. D'ailleurs, je l'explique bien, hein, dans tout ce premier chapitre de 666. C'est très très important. C'est ce qui m'a permis de comprendre, de mettre en place le puzzle. Hein, parce que à la base, au début, je comprenais pas. Il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête. Il y avait l'or, il y avait une partie, le Christ et l'argent, hein, ou l'argent au sens monnaie, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un lien dans tout ça. Et quand j'ai compris, là, le livre a démarré très fort, quoi.
Enfin, je parle de l'écriture. C'était vraiment, c'était une fois que j'ai rédigé ce premier chapitre. Après, ça coulait de source. Hein, de là-bas jusqu'à la fin. La crise monétaire, peu de gens, je veux dire, dans le grand public, en sont conscients. Oh, maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui sont conscients. Vous savez, n'oubliez jamais une chose. Quand vous écrivez un livre, quel que soit vous avez deux types de livres. Vous avez les livres qui peuvent très bien avoir du succès colossal, immédiat, et ensuite qui tombent dans l'oubli, aussi soudain d'ailleurs. Exemple, les mémoires de Loana. Vous savez, cette star de, de piscine avec ses gros seins là. Très beau d'ailleurs au passage, mais vous voyez, son livre n'a pas survécu au temps. Hein, voilà. Vous avez des livres qui, eux, survivent au temps, c'est-à-dire qu'ils sont imprimés régulièrement. C'est le cas, par exemple, des mémoires de Thérèse d'Avila, ou quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur, c'est les mémoires de Sainte Catherine de Sienne. Hein, son dialogue avec Dieu, hein, c'est absolument remarquable. Et un livre vous donne des informations. Hein, vous donne des informations, soit il est validé par le temps, soit il ne l'est pas. Lorsqu'un livre apporte quelque chose au lecteur, eh bien, ils vous en sont reconnaissants. Et très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, au vu de tous les lecteurs que je rencontre, je pense que ces livres apportent l'information sûre, parce que je les ai prévenus longtemps à l'avance. N'oubliez pas, hein, j'ai commencé ça le 20 février de 2008. Et je peux vous dire que tous les gens qui ont acheté, par exemple, de l'or, ou de l'argent en métal, etc., dès 2008, mais ils me remercient. Je veux dire, ils m'offrent des cadeaux. Vous en avez vu un certain nombre. Hein, il y a même une petite vierge là, c'était trop mignon. C'était à Avignon d'ailleurs. Elle vient d'Avignon. La capitale des autres papes, on va dire ça comme ça. Non mais c'est très important. J'ai eu l'occasion de le dire à la radio. Être informé, c'est la base de tout. Vous avez des gens qui ne voudront jamais être informés. Tant pis pour eux. C'est la même chose qui s'est passée en 1940. Vous avez des gens qui ne voulaient pas être informés, qui croyaient toutes les conneries que les journalistes de l'époque leur racontaient en disant que les Allemands vont aller se fracasser, se suicider sur la ligne Maginot. Ils ont juste contourné la ligne Maginot, ils ont envahi la France en 5 minutes, hein, je résume, hein, et du jour au lendemain, je le rappelle pour la énième fois, mais c'est très important de le dire, hein, plus personne n'acceptait les billets de la Banque de France. Voilà. Et là aussi, c'est les pièces d'or et les pièces d'argent qui ont parlé. Hein, voilà. Donc, tous ces lecteurs ont été avertis et ils ne se sont pas rendus malades. Tous les gens qui vont découvrir l'étendue du désastre, ça sera trop tard. Non seulement ils seront dans une situation catastrophique, mais en plus ils vont se rendre malades. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand vous avez l'information, vous ne vous rendez pas malade. Vous savez que ça va se passer, et puis c'est tout. Voilà, donc après, chacun voit midi à sa porte, mais au moins les gens sont informés. En tant que journaliste, j'estime avoir fait mon travail, et de le faire encore chaque semaine. C'est très important. Contrairement aux autres journalistes, je pourrais véritablement me regarder dans la glace et dire j'ai fait mon boulot. Ça ne sera pas le cas de Monsieur Langlais, par exemple. Hein, ça ne sera pas le cas des journalistes de BFM et de iTélé et de toute cette télévision d'État qui désinforme les Français à longueur de temps. Alors, dites-nous comment ça va se passer. En pratique. Comment ça peut se passer? Vous savez, ça va se passer de la même façon que ça s'est passé en Argentine. Hein, c'est un cas classique. Du jour au lendemain, les distributeurs sont en panne. Voilà, terminé, démerdez-vous. Et les femmes, en Argentine, tout le monde s'est mis au troc. Sans parler de la catastrophe, hein. Il y a eu des manifestations. Je veux dire, les Argentins ont tout cassé. Mais rien n'y fait, si vous voulez, parce que le gouvernement va se planquer en disant nous n'y est pour rien. Hein, c'est toujours de la faute de quelqu'un, hein, alors que les Argentins avaient parfaitement vu la chose arriver, puisque les Américains avaient fait tous les virements et s'étaient retirés des mois, voire même une année avant, du marché argentin. Une fois qu'ils les avaient bien volés, ils ont rapatrié tout l'argent aux États-Unis et ensuite
du jour au lendemain, un lundi matin, paf, il n'y a plus un distributeur qui fonctionnait. Et le peso qui était adossé au dollar, avait perdu 60 ou 70% de sa valeur, je sais plus. Hein, voilà. Et il se passera la même chose pour toutes les monnaies qui sont adossées au dollar. Exemple, la livre libanaise. Hein, bonjour aux spectateurs libanais, on vous salue bien bas. Hein, bientôt vous allez pleurer également. Il s'est passé la même chose pour les Serbes, enfin l'ex-Yougoslavie. Hein. Il s'est passé surtout la même chose il y a quand même 4 semaines. Hein, rappelez-vous, mois de mi-janvier, hein, quand d'un seul coup, les Suisses ont décidé de se désadosser, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a un terme en anglais qui est plus pertinent qui s'appelle le pegging, de l'euro. Hein. Donc du jour au lendemain, l'euro a perdu 30%. Perdu 30%. C'est pas tant le franc suisse qui est monté, c'est l'euro qui s'est pris une baffe dans la tête. Et donc, tous les gens ont perdu 30% et tous les produits suisses étaient 30% plus chers à l'exportation. Voilà. Bon, c'est un cas classique, si vous voulez, quand plus rien ne repose sur l'or. C'est le grand classique. Et tout ça va continuer. Le problème, si vous voulez, c'est avec la contagion bancaire, ça se passera d'un seul coup. Il y a une banque qui va tomber à un moment donné. Ça peut être une banque autrichienne, ça peut être une banque italienne. Hein, là, je pense notamment à la Monte Paschi. Et ça va faire comme en 2008. Ça sera genre banque Lehman. Sauf que là, pour le coup, ça va entraîner tout le reste. Parce que plus personne ne croira les politiques. C'est la grande différence. Il y aura une crise. Les gens ont cru les politiques, mais maintenant c'est fini. Voilà, ça sera terminé. Et tout le monde va se précipiter sur l'or et l'argent, exactement comme ce qu'on a vu en Grèce, là. Hein, au cours de ces 3 derniers mois, jamais les Grecs n'ont acheté autant de pièces d'or. Hein, ils se sont débarrassés le maximum de leurs euros. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment qu'avec Syriza, du jour au lendemain, ils peuvent quitter l'euro. Donc ils se débarrassent de leur monnaie, ils le parquent dans des lingots d'or et des lingots d'argent physique. Même le British Mint s'est félicité. Hein, ils se sont frottés les mains en disant que leurs exportations de pièces d'or anglaises avaient explosé vers la Grèce. Tu m'étonnes. tu m'étonnes. Voilà. Ça va se passer comme ça. Du jour au lendemain, vous ne pourrez plus avoir. Et ça va être une catastrophe parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai connu ça. Vous aussi. Mais toute la nouvelle génération ne savent pas qu'on peut vivre sans carte de crédit, hein, sans chéquier, etc. C'est ce que je raconte dans 777. Hein, en disant que, cette entité diabolique qu'est la finance américaine a pris le contrôle des gens à partir de 1975, où ils ont fait voter des lois dans tous les pays européens, faisant obligation à chaque citoyen d'avoir un compte bancaire. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes prisonnier de votre banque. Et en plus, vous ne pouvez même pas retirer votre argent. Déjà là, c'est mort. Hein. Hein, j'ai encore un lecteur hier ou avant-hier qui me disait il est allé à sa banque demander 5 000 euros, il voulait 5 000 euros en liquide. C'est son droit le plus strict. Hein, il en a des sous. Hein, il les a. Ah bah non. Ah bah non, mais on veut savoir pourquoi vous voulez les retirer. Je veux dire, le mec, qu'est-ce que ça peut vous faire Ah mais il nous faut une raison. Donnez-nous une raison. Alors il a dit, bah je joue au casino. Ah mais non, mais c'est pas une raison valable. Etc. Oui, mais c'est pour le blanchiment d'argent. Le lecteur n'a pas eu la présence de dire à cette conne, espèce de morue, hein, je te rappelle que la BNP elle-même a été condamnée pour blanchiment d'argent par les Américains et qu'elle a payé 8 milliards d'amende. C'est extraordinaire à quel point on prend les Français pour des cons. Hein, je dis ça aux banquiers, là, vous devrez avoir à tous les chargés de compte, hein, d'avoir honte de faire ça. Et ça va leur coûter très cher, ça, vous savez. La révolte sera terrible contre les banquiers. Terrible. Alors, en pratique, comment faut-il faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux citoyens lambda? Vous savez, ça fait de temps, je conseille, moi, depuis 2008. Hein, oui, j'ai pas changé d'un iota, jamais. Hein, j'ai pas changé d'un iota. J'ai toujours dit pièce d'or, pièce d'argent. D'abord, bien entendu, la maison avec le jardin, le puits, voilà. Bon, vous avez ça, vous êtes déjà tranquille. Hein, voilà. Vous avez votre base arrière. Hein, c'est la chose la plus importante. Voilà. Après, de toute façon, quand le système va s'arrêter, c'est l'or et l'argent qui vont reprendre. Il n'y a pas autre chose. Vous ne pouvez pas effacer 3000 ans d'histoire humaine d'échange. C'est pas possible. Donc il faut investir dans de l'or. Ce n'est pas, non, je refuse votre verbe investir. Vous n'investissez pas. Vous n'investissez pas. D'accord ? Vous n'investissez pas. C'est une assurance vie. Une véritable assurance vie. Hein, c'est ce que dit également le professeur Fekete hein, dans son retour au standard. C'est une assurance vie. Aujourd'hui, l'équivalent, les billets d'euros que vous avez dans votre poche, c'est exactement la même chose qu'un ticket de pressing.
C'est ni plus ni moins qu'un ticket de pressing. En fait, c'est de la dette de quelqu'un d'autre. On passe notre temps à s'échanger de la dette. C'est ça la monnaie actuelle. Alors qu'auparavant, avec le standard or, une dette était éteinte. Et c'est tout le principe, c'est toute la démonstration du professeur Antal Fekete, de montrer que, et lui il a passé 40 ans de sa vie à étudier l'or, le marché de l'or, etc. C'est un mathématicien, c'est pas un charlot le mec. Il dit, j'ai vraiment eu l'impression que le seul rôle que Dieu a donné à l'or, c'est justement d'éteindre la dette. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans 666, hein, vous avez vu que j'ai repris d'ailleurs un texte de l'Ancien Testament, où vous avez le Dieu, le Dieu d'Israël qui dit, je ne sais plus quel prophète, l'or est à moi, l'argent est à moi. Et si vous regardez d'où vient l'or, hein, tous les géophysiciens, vous expliquent que l'or est tombé du ciel, littéralement. Hein, ils ne savent pas trop comment, mais bon, c'est comme ça. C'est intéressant. Il y a ce côté céleste, hein, l'or. C'est très intéressant. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose. Vous savez, ça pourrait être l'histoire des échanges humains a voulu que que cela s'organise sur les pièces d'or et les pièces d'argent. Point. Ça aurait pu être, vous savez, comme à Tahiti avec des coquillages, hein, ou en Afrique avec, je sais pas moi, des défenses d'éléphants. Vous voyez, techniquement, mais en fait, c'est quelque chose de pratique qui évite aux agriculteurs d'aller sur les marchés avec leurs vaches, leur bétail ou leurs 50 kilos de blé ou de céréales. C'est tout. Hein, à la base, c'est ça. Oui, mais Tout argent, tout repose à la base et uniquement sur les matières premières. Et ça, je l'ai compris vraiment avec un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Blight Masters. Blight Masters, si vous voulez, pour moi, elle, c'est on va dire, c'est la grande architecte. Pour utiliser un cliché maçonnique, c'est la grande architecte de cet effondrement financier. Elle est l'outil de Dieu. Je le vois comme ça maintenant, hein, sincèrement. Elle est l'outil avec lequel que Dieu a utilisé pour confondre les banquiers, pour les abattre par leur propre cupidité. Voilà. C'est comme ça que je vois Blight Masters aujourd'hui. Je le voyais déjà comme ça à l'époque, parce que je l'explique même, c'est paradoxal. Hein. Je le raconte même, je crois, dans les toutes premières pages. Hein. Mais aujourd'hui, avec le recul, je la vois vraiment comme l'organisatrice, malgré elle, hein, à l'insu de son plein gré, on va dire ça comme ça, de ce chaos immense. Parce que n'oubliez jamais une chose, Blight, avec son invention, elle n'a pas pu ruiner le monde à elle toute seule. Il a fallu que des États entiers votent des textes pour valider ces produits toxiques. Hein, cette façon de faire de la comptabilité, certains appellent ça créative, moi j'appelle ça de l'escroquerie, mais bon, vous voyez, de transformer une dette en actif, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est comme si vous disiez, tiens, la boîte de conserve, là, elle est complètement pourrie, il y a des vers dedans, etc. Mais en fait, nous, on va la passer en stock parce que elle est valable, on peut la vendre. C'est exactement la même chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la puissance d'avidité de ces banquiers financiers est telle qu'ils ont, plutôt que de regarder la boîte de conserve pourrie avec les verres dedans, hein, ils ont préféré écouter la puissance évocatrice des mots de Blight Masters, hein, en disant ben non, finalement c'est très bien, hein, on va les vendre en tranches, comme elle les appelait ça. Hein, donc si vous voulez comprendre véritablement comment tout ça a explosé, ben, il faut lire Blight Masters en effet. J'ai beaucoup d'affection pour elle, hein, comme tout le monde le sait, comme tous mes lecteurs le savent. Non mais sérieusement, hein, parce que je trouve ce qu'elle a fait est absolument extraordinaire, quoi. Mais c'est malgré elle, hein, malgré elle. Je prends mes euros, je vais à la banque, j'achète de l'or, je le mets où? Ben là, vous allez surtout pas à la banque pour acheter de l'or, ils en ont pas. Non, mais attendez, ils en ont pas. Hein. Oui. Allez sur la revue de presse, vous avez tout un tas de liens. Je le mets où après? Parce que si Vous le si mettez je le mets à où? la banque, je me retrouve dans Mais la attendez, mais banque. soyez pas ratés avec ces questions débiles, je vous en supplie. Attendez, vous voulez faire quoi? Vous voulez mettre à la banque? Votre banque va être fermée. Vous allez le récupérer comment? C'est ce que je vous dis. Voilà, vous avez, je veux dire, vous pouvez mettez-les chez vos parents, trouvez autre chose, confiez-le à votre frère, votre sœur, peu importe, enfin, débrouillez-vous.
Débrouillez-vous, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon problème. Moi, je suis pas là pour dire aux gens, faites ceci, faites cela. D'accord. Chacun fait, je veux dire, attendez, non mais c'est important, moi j'apporte des informations, après, attendez, faut se débrouiller, hein, je suis pas là pour vous prendre la main et... C'est la hein. créativité, la créativité Bien française. sûr, bah, c'est la créativité des Américains, surtout. N'oubliez pas que Franklin Roosevelt a forcé les Américains à vendre à la Fed en 1932 ou 33. Il a forcé les Américains à vendre leurs lingots d'or et leurs pièces d'or. Il y a très peu de gens qui l'ont fait. Il y a que les imbéciles qui ont obéi à cette... mais ça leur a permis de remplir Fort Knox. Alors belle, parce que Fort Knox a été construit justement pour abriter tout l'or qu'ils ont récupéré comme ça. Hein. C'est pas une saisie, hein, je le rappelle aussi, c'est pas une saisie, c'était un rachat forcé. À un cours de, je sais plus, 25 ou 26 dollars l'once. Donc, mais tous les autres, ils ont enterré l'or, hein, ils l'ont planqué, puis ils ont attendu, ils sont allés au Canada, hein, ils l'ont exfiltré comme ça, voilà, tout simplement. Hein. N'oubliez pas que les Américains ont tellement peur de l'or hein, qu'il a fallu parce que Franklin Roosevelt donc avait émis cette interdiction d'avoir de l'or. Si mes souvenirs sont bons, je crois que cette loi n'a été levée qu'en 1975 ou 76. Interdiction à chaque Américain de posséder de l'or. Vous voyez que ils ont tellement peur de ça. Hein. Et justement, la clé, elle se trouve aux États-Unis. Elle se trouve dans leur politique monétaire d'asservissement total de l'ensemble des autres pays. Et vous voyez par ce biais-là à quel point notre gouvernement ainsi que les autres gouvernements sont totalement corrompus par les Américains, par la planche à billets. Hein, moi aussi, je peux corrompre hein, la totalité du quartier et le racheter hein, par une planche à billets, par mon imprimante Epson, hein, ou Brother, ou Lexmark, voilà. Vous pouvez corrompre autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Et d'ailleurs, le type, là, vous avez Falciani il a reconnu chez Bourdin, chose que je disais depuis des années, hein, que c'est une opération montée de la CIA pour exploser le secret bancaire suisse. Falciani a reconnu chez Bourdin avoir travaillé pour la CIA. Mais il se présente non pas comme espion, hein, ou comme traître, mais plutôt comme lanceur d'alerte. Oui, c'est ça, ouais, ta sœur. Hein, lanceur d'alerte de... Hein, voilà. Non mais, c'est même outrageant. Je suis extraordinairement étonné que la DGSE n'ait pas compris le jeu des Américains. Pour moi, c'est un mystère. Et c'est vrai que il y a effectivement une concentration des richesses, que ce soit au niveau des multinationales ou à titre de personnes physiques privées. Il y a une concentration phénoménale qu'on n'a pas vue depuis les années 20. Hein, c'est ce qui avait conduit d'ailleurs toutes les lois de séparation de banques, etc., que l'équipe de Franklin Roosevelt avait mis en place. Aujourd'hui, on voit des inégalités absolument extraordinaires, frappantes. Hein, vous avez une poignée, mais vraiment une poignée de gens qui détiennent tout, et tous les autres sont transformés en esclaves. Je le dis à nouveau, il n'y a plus de classe moyenne, hein, ou quasiment plus. Hein, en France, on a vu depuis l'arrivée de l'euro une explosion totale. La classe moyenne a été ruinée. Moi, je rappelle quand même que sous De Gaulle, la classe moyenne, hein, elle avait le droit d'acheter des bons du Trésor. C'était le bas de laine des Français. C'est ce qu'a voulu De Gaulle. De Gaulle a voulu que lorsque l'État empruntait auprès des Français, que les Français soient récompensés. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 80, les socialos les premières choses qu'ils ont faites, hein, d'un seul coup, vous ne pouvez plus acheter, interdiction au peuple français, individuel, hein, je dis, d'acheter du bon des trésors de la France. Aujourd'hui, seules les banques étrangères ont le droit d'acheter du bon du trésor, ce qui fait que nous sommes esclaves de banques étrangères. Si les Français détenaient tous les bons du trésor de la France, on ne devrait rien à personne. Même si le gouvernement était endetté, au moins ça serait entre nous et nous. Hein. Il y a quand même une protection géopolitique, on va dire ça. Hein, mais elle tient justement. Vous voyez à quel point la politique monétaire est importante. Si vous perdez votre politique monétaire, vous perdez le contrôle du pays. C'est aussi simple que ça. Or, le plus grand traître à ce niveau-là, ça a été Giscard d'Estaing. C'est le plus grand. Le plus grand.
Et tous les autres ont continué parce qu'ils touchaient pas, ils comprenaient rien à l'économie. Ils laissaient ça. Vous savez, l'économie, en fait, les gens voient ça comme un truc de sorcier, vous voyez. Personne n'y comprend rien, mais c'est normal, il n'y a rien à comprendre. Quand la monnaie n'est pas adossée à l'or, il n'y a plus rien à comprendre. Après, c'est que du charabia, vous savez, c'est du marabout africain. Hein. Voilà, je guéris à distance. Hein. Voilà, je fabrique de la monnaie à distance. Oui. Non, mais c'est ça. Hein. Aucun des économistes que vous voyez là, à la télé, personne n'a vu la crise arriver. Personne. Je le rappelle, c'est vital de comprendre ça. Et tous ces mêmes crétins qui viennent vous expliquer comment en sortir. Mais c'est magique, c'est merveilleux. Putain, mais qu'ils aillent se coucher, quoi. Mais qu'ils devraient avoir honte et qu'ils se barrent la queue entre les jambes. Mais attendez. Mais c'est tellement évident, je comprends même pas. Mais vous voyez que quand vous contrôlez les médias, vous contrôlez le message que vous donnez aux pauvres. Hein? On salue les pauvres, les classes moyennes. Vous êtes rétamés, désolé. Je, je vous ai prévenu longtemps à l'avance. Hein, non, mais c'est vrai, je rappelle que ceux qui suivaient ma revue de presse depuis le début, ils ont sauvé leurs économies. Ils sont sortis des assurances vie, ils ont acheté leur maison, machin truc. Et je peux vous dire que je pourrais montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails, hein, sans parler de tous les Français que je rencontre pendant mon tour de France là, de signature. Hein, croyez-moi. Et j'en suis vraiment très très heureux pour eux. Mais tous les autres, malheureusement, je pense notamment aux retraités qui avaient un petit pécule. Non mais sincèrement, tous ceux et qui, il y a 2 ans, se sont fait massacrer par le nouveau gouvernement socialiste, hein. C'est pas un gouvernement de droite, hein, qui leur prend l'argent. Ce sont des socialistes qui sont censés aimer les pauvres, hein, ceux qui n'ont rien. Non, justement, tout est inversé aujourd'hui. Hein. Les socialistes sont les pires banquiers, les pires financiers qui puissent exister. Les gens de droite, on va dire, qui sont un peu socialistes. Hein, c'est comme ça que je les vois. L'extrême gauche, c'est les plus gros fachos qui puissent exister. C'est des nazis. Hein, non mais sincèrement, il suffisait de voir la manifestation de l'extrême gauche. On a vu tout un tas. Ils ont démoli, ils ont détruit toutes les avenues de Paris sur leur passage. Ils mettaient le feu à à toutes les poubelles, ils cassaient toutes les vitrines, etc. Ça, on n'en parlait pas de ça. Hein. Et il y avait une manifestation qui s'appelait Jour de colère. Comme par là, il s'est rien passé. Ceux-là, ils ont tous coffré. Hein, bravo à Monsieur Valls. non, mais vous voyez que tout est inversé. Tout est inversé, absolument tout. Hein. Je rappelle, par ma profession, vous savez, un ébéniste vit en travaillant le bois. Moi, en tant que journaliste ou écrivain, je vis avec les mots. Hein, et je trouve ça toujours fascinant hein, quand on dit, quand vous avez les entreprises, comme par exemple Airbus, plan de sauvegarde de l'emploi, qui en fait veut dire, qui en fait techniquement dit licenciement de 5000 personnes. Mais c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Sauvegarde de qui? De quoi? De quel emploi? Pas de ceux qu'on va virer, en tout cas pas des 5000 mecs qui vont prendre la porte. C'est clair. Vous voyez, c'est la finesse, si vous voulez, de la communication. Tout, absolument tout est inversé. Hein? Là, voilà. Les femmes sont des hommes. Non mais c'est très intéressant. On vit la fin d'une ère. Hein. C'est très intéressant à observer, vraiment. Moi, en tant que journaliste, en tout cas, enfin, du point de vue journaliste, je trouve qu'il y a une matière absolument phénoménale à couvrir, quoi. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que la presse française c'est tellement nulle, elle se vend tellement peu. En kiosque, ça devient Libération. Tous les journaux maintenant appartiennent à des banques, à des banquiers ou à des financiers. Donc, bien entendu, vous ne serez absolument pas informé de l'évolution de la crise, sachez-le. Hein, je rappelle ça à tous nos spectateurs pauvres et classes moyennes qui nous suivent. Les riches le savent. Vous savez pourquoi? Je me souviens d'avoir vu en 2008, avant, je crois que c'était un mois ou 2 mois avant, une semaine ou 2 semaines, pardon, avant l'explosion de Wall Street, le fameux 777, c'était, d'un seul coup, tout Monaco s'est mis à acheter des lingots d'or. Tous, ils ont vendu toutes leurs actions et ils ont acheté des lingots d'or. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'informent. C'est la grande différence. N'oubliez pas, c'est ça qui a fait la fortune des Rothschild. Hein. Il y a la fameuse histoire, certains prétendent que c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Hein. Rothschild, le seul mérite de Rothschild, c'est d'avoir payé un cavalier, un coursier, hein, pour être informé de l'issue de la bataille. Et comme il a eu le message avant la fermeture de la bourse de Londres, il a tout racheté.
parce que tout le monde était persuadé que les Anglais avaient perdu une nouvelle fois, et donc toute la bourse était à la baisse. Il a tout raflé pour 2 francs 6 sous, ou 2 pounds de sous, 2 pence. C'est ça, l'information c'est quelque chose de vital. C'est ce qui vous permet d'anticiper et de gouverner par définition. Voilà. Aujourd'hui, on a des gens qui nous gouvernent, mais qui sont clairement pas informés. C'est normal. C'est des marionnettes. C'est les marionnettes de Bruxelles. Je salue, j'ai une pensée amicale pour Monsieur Mélenchon. Comme vous avez pu le voir, Hollande avait promis la proportionnelle, d'accord? Et Monsieur Mélenchon, c'est quand Syriza a gagné les élections, enfin vous l'avez vu sur toutes les chaînes de télé, formidable, c'est notre vie. Il s'est attribué à la victoire de Tsipras. C'est pas Tsipras qui a gagné, c'est Mélenchon qui a gagné. Parce que il avait, je pense qu'il avait aidé Cornaquet, on va dire, voilà. Comme il est beaucoup plus jeune que lui, donc Mélenchon pense qu'il a l'ascendant sur Tsipras. Du moins, il a donné ses conseils. Donc, le jour de la victoire de l'extrême gauche à Athènes, Monsieur Mélenchon a considéré que c'était sa victoire, et il a expliqué à tous ceux qui voulaient l'entendre que cela était possible en France, et que c'était une leçon, un avertissement à la classe dirigeante, d'accord ? Sauf que, détail quand même de taille, d'importance colossale, colossale avec un K, vous n'avez absolument pas vu Mélenchon parcourir aller chez Bourdin, chez machin, chez un tel, en disant Hollande est un traître, il avait promis la proportionnelle, j'ai besoin de la proportionnelle, moi Mélenchon, patron de l'extrême gauche, afin que nous, on soit représentés à l'Assemblée nationale, exactement comme Syriza a obtenu ses députés à l'Assemblée nationale de grecque. Non, vous le voyez pas. C'est curieux, non? Putain, mais je trouve ça vachement intéressant. C'est même fascinant de voir le jeu politique invisible, occulte, on va dire ça comme ça, occulte. Surtout quand on parle de la Grèce, ça prend des dimensions tout à fait nouvelles. Bref, non, vous voyez qu'il y a un double jeu chez Mélenchon, c'est très net. Voilà. Il ne réclame pas la proportionnelle. Pourquoi? Je sais pas, je serais à sa place, j'aurais harcelé chaque jour qui passe Hollande en le traitant de tous les noms parce qu'il ne respecte pas sa promesse de la proportionnelle. Et j'estime que la proportionnelle, c'est la moindre des choses pour un pays qui se dit soi-disant démocratique. J'estime que Mélenchon a autant le droit d'être représenté, de différents courants, que Marine ou que d'autres partis plus ou moins minuscules ou moindres, disons. Je pense notamment aux indépendants, là, je sais pas quoi, l'UDI ou voilà, l'Union des ou Madame Boutin. Voilà, là, il faut que il faut que les canons parlent à un moment donné. La voix du peuple parle, et c'est la seule façon de piloter un pays. C'est d'avoir une Assemblée nationale représentative et pas des échanges entre UMP et PS pour empêcher un tel ou un tel de gagner. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça induit de la frustration et ça se termine toujours très mal. Ça ne peut que très mal se finir, cette affaire. Surtout avec la crise. Tant que tout va bien, tant qu'il y a de l'emploi, machin, etc., il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, même Jospin, marxiste, il a bénéficié de la poussée Internet avant que ça lui explose à la figure. Voilà, il s'était même félicité des résultats absolument extraordinaires de la France. C'était juste la bulle Internet et tous les produits toxiques que le Crédit Agricole avait commencé à vendre. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de Mélenchon, parce que je veux vraiment attirer l'attention des Français là-dessus. Mélenchon ne demande pas la proportionnelle. J'ai regardé je sais pas combien d'interviews, il ne demande pas, peut-être une fois ou deux, il a vaguement abordé le sujet. Alors que ça doit être le sujet le plus important, principal, pour que son parti soit représenté à l'Assemblée nationale. Si on passe en revue les différents gouvernements de la France, les régimes par lesquels la France est passée depuis la dernière guerre, lesquels on trouve grâce à vos yeux? De Gaulle. Toute la période de Gaulle. Toute la période de Gaulle, bien sûr. N'oubliez pas, De Gaulle, avant d'être militaire, il était aussi écrivain. C'est ce qui caractérise De Gaulle, c'est le nombre de livres qu'il avait écrits quand même. Même si c'était des livres parfois de stratégie militaire, il avait ceci en commun avec Patton, c'est que c'était des lecteurs assidus. Vous avez un passage
Dans le film Patton, justement, vous avez la fameuse bataille, la préparation du Catherine Pass, et Patton donc met en place la totalité de son artillerie, ses troupes, etc. Et donc la bataille a lieu, puis d'un seul coup, les Allemands commencent à s'enfuir. Et là, on voit Patton crier victoire en disant espèce de fils de pute, j'ai lu tous tes bouquins, en parlant de Rommel. Hein, j'ai lu tous tes bouquins. Hein, parce que bien Rommel était également un écrivain militaire, et donc Patton a lu tous les livres de Rommel, il a analysé sa stratégie, il a tout décortiqué, et il a parfaitement compris comment il allait mettre lui, comment il allait attaquer. Hein, voilà. Donc c'est ce qui caractérise De Gaulle. Hein, il avait beau essayer d'avertir, etc. Bon, ça, on sait ce que ça a donné. De toute façon, quand la gauche est au pouvoir, on sait que les militaires trinquent toujours. On le voit surtout en ce moment, d'ailleurs. C'est très intéressant. Hein, l'armée française est totalement détruite pour que la France ne ressemble plus à rien. Hein, voilà. Et de Gaulle avait parfaitement compris aussi, de par la totalité, si vous voulez, de modes de rémunération des soldats, parce qu'il y a une partie monétaire dans la stratégie militaire. C'est très important. Il a toujours vu, si vous voulez, que l'or, c'était la chose qui permettait à un pays de tenir. Et donc, il a toujours été pour le standard or. Et quand il a vu que les Américains déjà, quand ils ont commencé la guerre du Vietnam, ils ont commencé à faire tourner la planche à billets de manière absolument insensée. Il a vu que ça allait partir en vrille. Et il a demandé le retour au standard or. Hein, et il l'a dit dans sa fameuse conférence de presse. Je reviens toujours à celle-là, parce que pour moi, elle est symptomatique du génie de Gaulle. Un génie absolu. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Et un visionnaire et un génie. Dans sa simplicité justement de soldat, c'est vraiment important de souligner que De Gaulle est celui qui a relevé la France, de point de vue monétaire. Ne l'oubliez pas, c'est son ministre à l'époque, son ministre des Finances, on va dire ça comme ça, de Pompidou, je crois, enfin vraiment tout à la fin, c'est Giscard, qui a apporté le dernier chèque de remboursement du plan Marshall, enfin tout ce que les Américains nous avaient prêté pour... si De Gaulle n'avait pas été là, on serait encore sous la dette d'il y a 60 ans. De Gaulle était un visionnaire, un génie. Pour moi, il n'y a même pas photo, quoi. C'est parce qu'il avait en plus de très bons conseillers. Il avait Jacques Rueff notamment, qui était un spécialiste justement de l'histoire de l'or. Il avait demandé au service, à l'époque c'était je sais pas comment ça s'appelait, le SDEC, je crois, les services d'espionnage, ils avaient une partie qui suivait justement toutes les évolutions monétaires des différents pays. Mais la partie de Gaulle, si vous voulez, n'oubliez pas, c'était quand même les 30 Glorieuses, et c'est ce que j'ai dit dans une interview précédente avec le Cercle des Volontaires. Dans 30 Glorieuses, il y a Glore, il y a Or. Mais c'est vrai, c'est toute cette partie-là, c'est jusqu'à Bretton Woods. Enfin, jusqu'au 15 août 71, c'était un standard or indirect. Et De Gaulle n'a jamais hésité justement à emprunter auprès des Français et à leur constituer le bas de laine, le fameux bas de laine, d'où venait entre autres la gestion le fameux truc bon père de famille qu'on a retiré d'ailleurs des textes. Vous savez à cause de quoi? À cause de la loi sur le mariage homo. Parce qu'avec les lesbiennes, vous allez gérer votre couple en tant que bon père de famille, ça passe pas. Ouais, on vit ce genre d'aberration. Bref, De Gaulle a géré le standard or indirect de manière absolument magistrale, en s'endettant auprès des Français et en les remboursant et en les enrichissant. Ne jamais oublier ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter le bon. La clé, elle est là. C'est ça la clé. J'ai un de mes lecteurs, enfin plusieurs même,
qui ont enregistré des conversations avec leur chargé de clientèle à la banque, hein, en disant, parce qu'ils ne me croyaient pas quand j'expliquais ça à la radio il y a 3-4 ans. Donc ils sont allés dans leur agence. Et ils ont dit, Madame BNP, je voudrais acheter pour 2000 euros de bons du Trésor de la France. La fille, elle est tombée de sa chaise, elle ne savait même pas ce que c'était. Donc déjà, ça vous donne le niveau de ces gens qui soi-disant financiers, n'y connaissent rien, d'une part, hein, très important, et d'autre part, à quel point ça a été enlevé, en toute discrétion. Alors que c'est ce qui a fait la gloire, justement, de la période gaulliste. C'est ce qui a relevé la France. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, si vous ne contrôlez pas votre politique monétaire, hein, il y a un très bon livre sur le sujet, c'est Enquête sur la loi du 3 janvier de Pierre-Yves Rougeron. Excellente enquête, véritablement. Et Giscard avoue lui-même hein, qu'il a... c'est son bébé, cette loi. Hein. C'est ni une loi Rothschild, paradoxalement, ni une loi Pompidou. Hein, voilà. Enfin, Pompidou était déjà gravement malade, donc il a vraiment suivi ça de très loin. Pompidou était le dernier des grands présidents français. Et il avait à cœur le bien-être des Français, ce qui n'était plus le cas. Avec Giscard, c'était fini. C'était terminé. Mitterrand, on va dire qu'il avait encore une certaine... voilà. Mais après, c'est fini. Par rapport aux marionnettes qu'on a aujourd'hui, c'est clair. Donc, vive de Gaulle. Le problème, si vous voulez, c'est que beaucoup de Français, c'est une génération de Français qui disparaît. N'oubliez pas. Bien sûr. Hein, c'est une génération qui disparaît et qui n'aura jamais connu, si je peux dire, une période dorée, on va dire, où la monnaie, je ne veux pas dire qu'elle était stable, c'est pas vrai, hein, parce qu'entre le nouveau franc, l'ancien franc, etc. Mais n'oubliez jamais, les salaires étaient indexés à l'inflation, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc ils pouvaient changer de monnaie du moment que tout était indexé à l'inflation, etc. Les gens gagnaient vraiment très bien leur vie. Ils gagnaient même beaucoup mieux leur vie, paradoxalement à l'époque que maintenant. C'est clair, moi, des souvenirs que j'ai. J'ai vécu ça même si j'étais très jeune. Hein, c'est effectivement les Français vivaient très bien. Il n'y avait pas de chômage. J'ai pas le souvenir qu'il y avait du chômage. Tout système reposant sur le standard or ne connaît pas de chômage. Personne, véritablement. C'est pour ça que je donne un exemple, la République de Venise. 6 siècles, 600 ans de standard or. Regardez ce qu'est Venise aujourd'hui. C'est le plus bel endroit au monde. Il n'y a pas plus beau sur cette planète, techniquement. Et plus extraordinaire que Venise. Ils ne faisaient pas de dette, ils ne pouvaient pas faire de dette. Quand les coffres étaient vides, quand il n'y avait plus de pièces d'or, il n'y en avait plus. Hein. Puis on ne pouvait plus faire de dépenses, point. Impossible d'engraisser un banquier. Voilà. Une raison. Alors il a dit, je joue au casino. Ah mais non, c'est pas une raison valable, etc. Oui, mais c'est pour le blanchiment d'argent. Le lecteur n'a pas eu la présence de dire à cette conne, espèce de morue, hein, je te rappelle que la BNP elle-même a été condamnée pour blanchiment d'argent par les Américains et qu'elle a payé 8 milliards d'amende. C'est extraordinaire à quel point on prend les Français pour des cons. Hein, je dis ça aux banquiers, là, vous devrez avoir à tous les chargés de compte, hein, d'avoir honte de faire ça. Et ça va leur coûter très cher, ça, vous savez. La révolte sera terrible contre les banquiers. Terrible. Alors, en pratique, comment faut-il faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux citoyens lambda? Vous savez, ça fait de temps, je conseille, moi, depuis 2008. Hein, oui, j'ai pas changé d'un iota, jamais. Hein, j'ai pas changé d'un iota. J'ai toujours dit pièce d'or, pièce d'argent. D'abord, bien entendu, la maison avec le jardin, le puits, voilà. Bon, vous avez ça, vous êtes déjà tranquille. Hein, voilà. Vous avez votre base arrière. Hein, c'est la chose la plus importante. Voilà. Après, de toute façon, quand le système va s'arrêter, c'est l'or et l'argent qui vont reprendre. Il n'y a pas autre chose. Vous ne pouvez pas effacer 3000 ans d'histoire humaine d'échange. C'est pas possible. Donc il faut investir dans de l'or. Ce n'est pas, non, je refuse votre verbe investir. Vous n'investissez pas. Vous n'investissez pas. D'accord? Vous n'investissez pas. C'est une assurance vie. Une véritable assurance vie. Hein, c'est ce que dit également le professeur Fekete hein, dans son retour au standard. C'est une assurance vie. Aujourd'hui, l'équivalent, les billets d'euros que vous avez dans votre poche, c'est exactement la même chose qu'un ticket de pressing.
C'est ni plus ni moins qu'un ticket de pressing. En fait, c'est de la dette de quelqu'un d'autre. On passe notre temps à s'échanger de la dette. C'est ça la monnaie actuelle. Alors qu'auparavant, avec le standard or, une dette était éteinte. Et c'est tout le principe, c'est toute la démonstration du professeur Antal Fekete, de montrer que, et lui il a passé 40 ans de sa vie à étudier l'or, le marché de l'or, etc. C'est un mathématicien, c'est pas un charlot le mec. Il dit, j'ai vraiment eu l'impression que le seul rôle que Dieu a donné à l'or, c'est justement d'éteindre la dette. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans 666, hein, vous avez vu que j'ai repris d'ailleurs un texte de l'Ancien Testament, où vous avez le Dieu le Dieu d'Israël qui dit, je ne sais plus quel prophète, l'or est à moi, l'argent est à moi. Et si vous regardez d'où vient l'or, hein, tous les géophysiciens vous expliquent que l'or est tombé du ciel, littéralement. Hein, ils ne savent pas trop comment, mais bon, c'est comme ça. C'est intéressant, il y a ce côté céleste, hein, l'or. C'est très intéressant. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose. Vous savez, ça pourrait être l'histoire des échanges humains a voulu que que cela s'organise sur les pièces d'or et les pièces d'argent. Point. Ça aurait pu être, vous savez, comme à Tahiti avec des coquillages, hein, ou en Afrique avec, je sais pas moi, des défenses d'éléphants. Vous voyez, techniquement, mais en fait, c'est quelque chose de pratique qui évite aux agriculteurs d'aller sur les marchés avec leurs vaches, leur bétail ou leurs 50 kilos de blé ou de céréales. C'est tout. Hein, à la base, c'est ça. Tout argent, tout repose à la base et uniquement sur les matières premières. Et ça, je l'ai compris vraiment avec un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Blight Masters. Blight Masters, si vous voulez, pour moi, elle, c'est on va dire, c'est la grande architecte. Pour utiliser un cliché maçonnique, c'est la grande architecte de cet effondrement financier. Elle est l'outil de Dieu. Je le vois comme ça maintenant, hein, sincèrement. Elle est l'outil avec lequel que Dieu a utilisé pour confondre les banquiers, pour les abattre par leur propre cupidité. Voilà. C'est comme ça que je vois Blight Masters aujourd'hui. Je le voyais déjà comme ça à l'époque, parce que je l'explique même, c'est paradoxal. Hein. Je le raconte même, je crois, dans les toutes premières pages. Hein. Mais aujourd'hui, avec le recul, je la vois vraiment comme l'organisatrice, malgré elle, hein, à l'insu de son plein gré, on va dire ça comme ça, de ce chaos immense. Parce que n'oubliez jamais une chose, Blight, avec son invention, elle n'a pas pu ruiner le monde à elle toute seule. Il a fallu que des États entiers votent des textes pour valider ces produits toxiques. Hein, cette façon de faire de la comptabilité, certains appellent ça créative, moi j'appelle ça de l'escroquerie, mais bon, vous voyez, de transformer une dette en actif, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est comme si vous disiez, tiens, la boîte de conserve, là, elle est complètement pourrie, il y a des vers dedans, etc. Mais en fait, nous, on va la passer en stock parce que elle est valable, on peut la vendre. C'est exactement la même chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la puissance d'avidité de ces banquiers financiers est telle qu'ils ont, plutôt que de regarder la boîte de conserve pourrie avec les verres dedans, hein, ils ont préféré écouter la puissance évocatrice des mots de Blight Masters, hein, en disant ben non, finalement c'est très bien, hein, on va les vendre en tranches, comme elle les appelait ça. Hein, donc si vous voulez comprendre véritablement comment tout ça a explosé, ben, il faut lire Blight Masters en effet. J'ai beaucoup d'affection pour elle, hein, comme tout le monde le sait, comme tous mes lecteurs le savent. Non mais sérieusement, hein, parce que je trouve ce qu'elle a fait est absolument extraordinaire, quoi. Mais c'est malgré elle, hein, malgré elle. Je prends mes euros, je vais à la banque, j'achète de l'or, je le mets où? Ben là, vous allez surtout pas à la banque pour acheter de l'or, ils en ont pas. Non, mais attendez, ils en ont pas. Hein. Allez sur la revue de presse, vous avez tout un tas de liens. Je le mets où après? Parce que si vous le si mettez je le mets où? à la banque, je me retrouve dans Mais attendez, mais soyez pas ratés avec ces questions débiles, je vous en supplie. Attendez, vous voulez faire quoi? Vous voulez mettre à la banque? Votre banque va être fermée. Vous allez le récupérer comment? C'est ce que je vous dis. Voilà, vous avez, je veux dire, vous pouvez mettez-les chez vos parents, trouvez autre chose, confiez-le à votre frère, votre sœur, peu importe, débrouillez-vous.
Débrouillez-vous, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon problème. Moi, je suis pas là pour dire aux gens, faites ceci, faites cela. D'accord. Chacun fait, je veux dire, attendez, non mais c'est important, moi j'apporte des informations, après, attendez, faut se débrouiller, hein, je suis pas là pour vous prendre la main et... C'est la hein. créativité, la créativité Bien, française. bien sûr, bah, c'est la créativité des Américains, surtout. N'oubliez pas que Franklin Roosevelt a forcé les Américains à vendre à la Fed en 1932 ou 33. Il a forcé les Américains à vendre leurs lingots d'or et leurs pièces d'or. Il y a très peu de gens qui l'ont fait. Il y a que les imbéciles qui ont obéi à cette... mais ça leur a permis de remplir Fort Knox. Alors belle, parce que Fort Knox a été construit justement pour abriter tout l'or qu'ils ont récupéré comme ça. Hein. C'est pas une saisie, hein, je le rappelle aussi, c'est pas une saisie, c'était un rachat forcé. À un cours de, je sais plus, 25 ou 26 dollars l'once. Donc, mais tous les autres, ils ont enterré l'or, hein, ils l'ont planqué, puis ils ont attendu, ils sont allés au Canada, hein, ils l'ont exfiltré comme ça, voilà, tout simplement. Hein. N'oubliez pas que les Américains ont tellement peur de l'or hein, qu'il a fallu parce que Franklin Roosevelt donc avait émis cette interdiction d'avoir de l'or. Si mes souvenirs sont bons, je crois que cette loi n'a été levée qu'en 1975 ou 76. Interdiction à chaque Américain de posséder de l'or. Vous voyez que ils ont tellement peur de ça. Hein. Et justement, la clé, elle se trouve aux États-Unis. Elle se trouve dans leur politique monétaire d'asservissement total de l'ensemble des autres pays. Et vous voyez par ce biais-là à quel point notre gouvernement ainsi que les autres gouvernements sont totalement corrompus par les Américains, par la planche à billets. Hein, moi aussi, je peux corrompre hein, la totalité du quartier et le racheter hein, par une planche à billets, par mon imprimante Epson, hein, ou Brother, ou Lexmark, voilà. Vous pouvez corrompre autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Et d'ailleurs, le type, là, vous avez Falciani il a reconnu chez Bourdin, chose que je disais depuis des années, hein, que c'était une opération montée de la CIA pour exploser le secret bancaire suisse. Falciani a reconnu chez Bourdin avoir travaillé pour la CIA. Mais il se présente non pas comme espion, hein, ou comme traître, mais plutôt comme lanceur d'alerte. Oui, c'est ça, ouais, ta sœur. Hein, lanceur d'alerte de... Hein, voilà. Non mais, c'est même outre avec Laurent Fent, j'ai expliqué pourquoi, selon mon interprétation du texte de l'Apocalypse de Jean, Benoît XVI allait être éjecté à coups de pied au cul du Vatican. Voilà. C'est littéralement. Hein. Alors bien entendu, tous les cathos papistes ont hurlé ouais, Jovanovic, machin, il sait même pas de quoi il parle. Bah si, hein, même bien mieux que vous finalement. bien, parce que finalement personne ne l'a vu venir celui-là. Hein, voilà, vous êtes voilà, hein, vous êtes d'accord. Voilà, donc effectivement, alors le jour où Benoît XVI a démissionné, je peux vous dire que là, ça a jeté un froid, comme on dit, hein, et donc vous savez même, c'est surtout dans le monde financier, parce qu'il y a énormément de banquiers, de financiers, de boursicoteurs, etc., qui suivent la revue de presse, et d'un seul coup, ils se sont pris de passion pour la spiritualité. Ils ont lu 777. Et ils étaient obligés de convenir que j'avais annoncé effectivement un certain nombre de choses. C'est pas moi qui annonce, hein, à nouveau. Je tiens à préciser, hein, de remettre les points sur les i. C'est Jean. C'est la vision qui a été donnée à Jean par le Christ et les anges. C'est très important. Hein, voilà. Et donc cette grille fonctionne. Et j'avais expliqué déjà à l'époque que 666 c'était pas, c'est le nombre de la finance, du monde financier. Et dans celui-là, je vais beaucoup plus loin où j'explique qu'en fait 666 c'est effectivement la finance, hein, parce que vous ne pouvez ni vendre ni acheter sans être marqué par le nombre de la bête. Hein, que celui qui a l'intelligence, machin, etc. Voilà. Et je dis, mais attendez, le seul texte qui en parle, c'est ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, mais c'est le seul texte dont Jean disposait. Et donc il nous pointait le doigt dans le futur, hein, pour nous, 2000 ans plus tard, pour qu'on puisse comprendre qu'en fait, il parle de 666 talents d'or, de lingots d'or. Il parle de l'or. Et il dit qu'on va vers une catastrophe monétaire, une apocalypse qui va être entamée par justement cette immense escroquerie qu'est le dollar américain, qui va ruiner le monde et qui va mettre le monde à feu et à sang, parce que tous les distributeurs vont être arrêtés.
D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai plus personne. Hein, vous savez, avant il y avait toujours des gens qui me disaient, ouais, Jovanovic, t'es un crétin, tu annonces, machin, etc. C'est marrant, depuis que les gens ont reçu leur feuille d'impôt, depuis que leurs parents retraités ont été décimés, alors qu'ils ne payaient pas d'impôts, ils ont été décimés, avec toutes les hausses et les taxes, il n'y a plus personne là, pour le coup, pour discuter de la validité, si je peux dire, de mon interprétation. D'ailleurs, on la voit tous les jours à l'œuvre. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je vois, si vous voulez, je vois par exemple, il y a quelque chose de très drôle à l'Assemblée européenne, hein, à Bruxelles. Vous avez, je ne sais plus combien de députés, et le siège. Alors tous ces gens à Bruxelles qui vous disent nous on croit pas en Dieu, on est athée, etc. Étonnamment, le siège numéro 666 n'est pas attribué. C'est-à-dire que tous ces crétins qui se disent athées, dès qu'ils arrivent devant le 666, c'est alors il y a une crainte, vous voyez. C'est comme tous les pays arabes, vous savez, qui demandent aux soldats français quand ils arrivent en Arabie Saoudite d'enlever leur croix. Ils sont tellement terrorisés par les croix qu'ils ne veulent pas en voir une seule, hein, tellement ils ont peur de la puissance de la croix. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Hein. Aujourd'hui, vous voyez toutes les églises de France détruites, enfin toutes. Je veux dire dans les campagnes, le nombre d'églises qui sont taguées, les statues de la Vierge détruites. Là, la semaine dernière, c'était une statue de la Vierge de Lourdes dont les deux mains ont été cassées. C'est quand même, il y a un malaise profond. Et en même temps, vous voyez, ils essaient de détruire ceux dont ils ont peur. C'est ça qui est intéressant. Hein. J'ai eu le général Tauzin en interview lors de la revue de presse à la radio la semaine dernière, mercredi. Il me disait exactement la même chose. Hein. Il dit on va vers une guerre civile. Hein. Cette guerre civile, elle est possible. Hein, mais si vous voulez, là on est au con. Il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Vous avez cette explosion bancaire. Toutes les banques sont en faillite. Toutes. Il n'y en a pas une qui tient vraiment la route. Pas une. Hein, la seule qui tenait la route jusqu'à présent, c'était HSBC, et vous avez vu l'acharnement de la CIA et de la NSA à détruire cette banque, hein, et c'est un dossier que je suis maintenant depuis 2012, hein, parce que déjà j'en parlais de la liste, vous savez, de la liste Lagarde, en disant que la DGSE avait cette liste, hein, et on a appris hier ou avant-hier que effectivement la DGSE avait confié un micro, un mini micro, tellement petit, il était coincé dans un livre comme ça, vous voyez, au bord, donc il était vraiment imperceptible, et il était indétectable. Hein, donc la DGSE est vraiment dans le coup, et la DGSE travaille bien entendu la main dans la main avec la CIA. Voilà, c'est intéressant d'ailleurs de voir toutes ces connexions. Hein. Là, voilà, on va vers une sorte de. Vous avez lorsque tous les distributeurs vont s'arrêter, vous voyez, la haine va ressortir. C'est ça qui va se passer, hein, parce qu'on a vu ça à chaque fois. Ouais, il se passe ce qui s'est déjà passé dans les autres pays, hein, c'est un chaos total. Les Français contrairement aux pays de l'Est, eux sont pas entraînés. Hein, ils ont vécu dans l'opulence depuis l'arrivée de Gaulle, hein, grosso modo. Donc en conséquence de quoi. Ils sont pas du tout entraînés, par exemple, comme les Russes, comme les Bulgares, tous ceux qui ont connu la pénurie et qui vivaient avec le système D, hein, ou les Serbes, par exemple, hein, qui ont vécu l'une des plus grandes arnaques bancaires de l'histoire. Non, je commence avec Saint-Pierre, hein, très précisément. Hein, et justement, ce n'est pas un shekel qui distribue. Intéressant, hein, je le souligne d'ailleurs dans le livre. Le Christ, Pierre n'a pas l'argent pour payer un péage pour le Christ et lui-même, qui lui sont demandés par les prêtres juifs. Et donc le Christ demande à Pierre d'aller sur la plage, de jeter son hameçon, et lui dit dans le premier poisson qui va accrocher, tu lui ouvres la bouche, et au fond de la gorge il y a une pièce que tu vas utiliser pour payer cette taxe, hein, cette écotaxe. Voilà. Et cette pièce, c'est très important. Je pense que même les auteurs des évangiles n'ont pas fait vraiment attention à ce détail, mais c'est une pièce grecque. Ce n'est pas un shekel. Donc déjà, c'est très intéressant parce que le Christ affichait son mépris total. Il respectait la monnaie grecque, mais il méprisait le shekel.
juifs. C'est très intéressant à observer. Je le souligne dans le livre. Oui, oui. Alors pourquoi? Enfin bon, je vais pas parce que j'ai déjà eu l'occasion de le développer, mais pour résumer en deux lignes, autant le Christ, si vous voulez, n'hésitez pas à prendre un poisson et le répliquer à 4000 ou 5000 exemplaires pour nourrir les pauvres ou ceux qui assistaient au sermon sur la montagne, autant il s'est toujours refusé de prendre je sais pas, une pierre par terre et de la transformer en 4000 ou 5000 pièces d'or ou d'argent. Voilà, jamais. Aucun évangéliste, ni Marc, Jean, Matthieu, etc., Luc, et même les apocryphes, d'ailleurs, surtout les apocryphes, qui sont beaucoup plus intéressants, finalement, ne rapportent un quelconque miracle monétaire de la part du Christ, alors qu'il aurait pu parfaitement le faire. Sinon, il se serait transformé en distributeur automatique géant, quoi, ambulant. Voilà. D'ailleurs, le Crédit Agricole a vous savez, une camionnette. Vous savez, avant, c'était les bibliothèques et les boulangers, les camions qui sillonnaient, vous savez, toute la France. Les régions, vous savez, là où vivent des agriculteurs, etc., dans les montagnes, en Lozère, dans la Creuse, vous avez une banque ambulante du Crédit Agricole, je crois, ou LCL, je sais plus. Donc et le Christ, lui, qui marchait beaucoup, effectivement, aurait pu être aussi une banque ambulante par cette méthode-là, mais il a refusé de le faire. Donc il a refusé d'inventer une valeur qui n'existait pas. La seule fois il l'a fait en produit fini, et en consommation immédiate. Et il a jamais trop insisté, vous voyez. Et je pense que ces miracles étaient faits pour rentrer dans l'histoire. Mais le miracle de la pièce dans la bouche du poisson, on est un autre historique, et qui nous enseigne, enfin du moins moi je l'ai interprété comme cela, et tous les lecteurs depuis sont agents. Je suis extraordinairement étonné que la DGSE n'ait pas compris le jeu des Américains. Pour moi, c'est un mystère. Et c'est vrai que il y a effectivement une concentration des richesses, que ce soit au niveau des multinationales ou à titre de personnes physiques privées. Il y a une concentration phénoménale qu'on n'a pas vue depuis les années 20. C'est ce qui avait conduit d'ailleurs toutes les lois de séparation de banques, etc., que l'équipe de Franklin Roosevelt avait mis en place. Aujourd'hui, on voit des inégalités absolument extraordinaires, frappantes. Vous avez une poignée, mais vraiment une poignée de gens qui détiennent tout, et tous les autres sont transformés en esclaves. Je le dis à nouveau, il n'y a plus de classe moyenne, ou quasiment plus. En France, on a vu depuis l'arrivée de l'euro une explosion totale. La classe moyenne a été ruinée. Moi, je rappelle quand même que sous De Gaulle, la classe moyenne, elle avait le droit d'acheter des bons du Trésor. C'était le bas de laine des Français. C'est ce qu'a voulu De Gaulle. De Gaulle a voulu que lorsque l'État empruntait auprès des Français, que les Français soient récompensés. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 80, les socialos? Les premières choses qu'ils ont faites, d'un seul coup, vous ne pouvez plus acheter, interdiction au peuple français, individuel, je dis, d'acheter du bon des trésors de la France. Aujourd'hui, seules les banques étrangères ont le droit d'acheter du bon du trésor, ce qui fait que nous sommes esclaves de banques étrangères. Si les Français détenaient tous les bons du trésor de la France, on ne devrait rien à personne. Même si le gouvernement était endetté, au moins ça serait entre nous et nous. Il y a quand même une protection géopolitique, on va dire ça. Mais elle tient justement. Vous voyez à quel point la politique monétaire est importante. Si vous perdez votre politique monétaire, vous perdez le contrôle du pays. C'est aussi simple que ça. Or, le plus grand traître à ce niveau-là, ça a été Giscard d'Estaing. C'est le plus grand. Le plus grand. Et tous les autres ont continué, parce qu'ils touchaient pas, ils comprenaient rien à l'économie. Ils laissaient ça vous savez, l'économie, en fait, les gens voient ça comme un truc de sorcier, vous voyez. Personne n'y comprend rien, mais c'est normal, il n'y a rien à comprendre. Quand la monnaie n'est pas adossée à l'or, il n'y a plus rien à comprendre. Après, c'est que du charabia, vous savez, c'est du marabout africain. Voilà, je guéris à distance. Voilà, je fabrique de la monnaie à distance. Oui. Non, mais c'est ça. Aucun des économistes que vous voyez là, à la télé, personne n'a vu la crise arriver. Personne. Je le rappelle, c'est vital de comprendre ça. Et tous ces mêmes crétins qui viennent vous expliquer comment en sortir.
Mais c'est magique, c'est merveilleux. Putain, mais qu'ils aillent se coucher, quoi. Mais qu'ils devraient avoir honte et qu'ils se barrent la queue entre les jambes. Mais attendez, mais c'est tellement évident, je comprends même pas. Mais vous voyez que quand vous contrôlez les médias, vous contrôlez le message que vous donnez aux pauvres. Hein? On salue les pauvres, les classes moyennes. Vous êtes rétamés, désolé. Je... Hein, je vous ai prévenu longtemps à l'avance. Hein, non, mais c'est vrai, je rappelle que ceux qui suivaient ma revue de presse depuis le début, ils ont sauvé leurs économies. Ils sont sortis des assurances vie, ils ont acheté leur maison, machin truc. Et je peux vous dire que je pourrais montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails, hein, sans parler de tous les Français que je rencontre pendant mon tour de France là, de signature. Hein, croyez-moi. Et j'en suis vraiment très très heureux pour eux. Mais tous les autres, malheureusement, je pense notamment aux retraités qui avaient un petit pécule. Non mais sincèrement, tous ceux et qui, il y a 2 ans, se sont fait massacrer par le nouveau gouvernement socialiste, hein. C'est pas un gouvernement de droite, hein, qui leur prend l'argent. Ce sont des socialistes qui sont censés aimer les pauvres, hein, ceux qui n'ont rien. Non, justement, tout est inversé aujourd'hui. Hein, les socialistes sont les pires banquiers, les pires financiers qui puissent exister. Les gens de droite, on va dire, qui sont un peu socialistes. Hein, c'est comme ça que je les vois. L'extrême gauche, c'est les plus gros fachos qui puissent exister. C'est des nazis. Hein, non mais sincèrement, il suffisait de voir la manifestation de l'extrême gauche. On a vu tout un tas. Ils ont démoli, ils ont détruit toutes les avenues de Paris sur leur passage. Ils mettaient le feu à à toutes les poubelles, ils cassaient toutes les vitrines, etc. Ça, on n'en parlait pas de ça. Hein. Et il y avait une manifestation qui s'appelait Jour de colère. Comme par là, il s'est rien passé. Ceux-là, ils ont tous coffré. Hein, bravo à Monsieur Valls. non, mais vous voyez que tout est inversé. Tout est inversé, absolument tout. Hein. Je rappelle, par ma profession, vous savez, un ébéniste vit en travaillant le bois. Moi, en tant que journaliste ou écrivain, je vis avec les mots. Hein, et je trouve ça toujours fascinant hein, quand on dit, quand vous avez les entreprises comme par exemple Airbus, plan de sauvegarde de l'emploi, qui en fait veut dire, qui en fait techniquement dit licenciement de 5000 personnes. Mais c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Sauvegarde de qui, de quoi, de quel emploi? Pas de ceux qu'on va virer, en tout cas pas des 5000 mecs qui vont prendre la porte, c'est clair. Vous voyez, c'est la finesse, si vous voulez, de la communication. Tout, absolument tout est inversé. Hein? Là, voilà. Les femmes sont des hommes. Non mais c'est très intéressant. C'est on vit la fin d'une ère. Hein. C'est très intéressant à observer, vraiment. Bon, en tant que journaliste, en tout cas, enfin, du point de vue journaliste, je trouve qu'il y a une matière absolument phénoménale à couvrir, quoi. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que la presse française c'est tellement nul, elle se vend tellement peu. En kiosque, ça devient Libération. Tous les journaux maintenant appartiennent à des banques, à des banquiers ou à des financiers. Donc, bien entendu, vous ne serez absolument pas informé de l'évolution de la crise, sachez-le. Hein, je rappelle ça à tous nos spectateurs pauvres et classes moyennes qui nous suivent. Les riches, eux, le savent. Vous savez pourquoi? Je me souviens d'avoir vu en 2008, avant, je crois que c'était un mois ou 2 mois avant, une semaine ou 2 semaines, pardon, avant l'explosion de Wall Street, le fameux 777, c'était, d'un seul coup, tout Monaco s'est mis à acheter des lingots d'or. Tous, ils ont vendu toutes leurs actions et ils ont acheté des lingots d'or. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'informent. C'est la grande différence. N'oubliez pas, c'est ça qui a fait la fortune des Rothschild. Hein. Il y a la fameuse histoire, certains prétendent que c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Hein. Rothschild, le seul mérite de Rothschild, c'est d'avoir payé un cavalier, un coursier, hein, pour être informé de l'issue de la bataille. Et comme il a eu le message avant la fermeture de la bourse de Londres, il a tout racheté. Hein, parce que tout le monde était persuadé que les Anglais avaient perdu une nouvelle fois, et donc toute la bourse était à la baisse, il a tout raflé pour 2 francs 6 sous, hein, ou 2 pounds de sous, 2 pence. C'est ça, l'information c'est quelque chose de vital. Hein, c'est ce qui vous permet d'anticiper et de gouverner par définition. Hein, voilà. Aujourd'hui on a des gens qui nous gouvernent mais qui sont clairement pas informés. C'est normal, c'est des marionnettes. C'est les marionnettes de Bruxelles. Je salue, j'ai une pensée amicale pour Monsieur Mélenchon. Comme vous avez pu le voir, hein, Hollande avait promis la proportionnelle, d'accord?
Et Monsieur Mélenchon, c'est quand Syriza a gagné les élections, enfin vous l'avez vu sur toutes les chaînes de télé, formidable, c'est notre vie. Il s'est attribué la victoire de Tsipras. Hein. C'est pas Tsipras qui a gagné, c'est Mélenchon qui a gagné. Hein, parce que il avait, bon, je pense qu'il avait aidé, cornaqué, on va dire, ou voilà. Comme il est beaucoup plus jeune que lui, donc Mélenchon pense qu'il a l'ascendant sur Tsipras. Du moins, il a donné ses conseils. Donc, le jour de la victoire de l'extrême gauche à Athènes, Monsieur Mélenchon a considéré que c'était sa victoire et il a expliqué à tous ceux qui voulaient l'entendre que cela était possible en France, hein, et que c'était une leçon, un avertissement à la classe dirigeante, d'accord ? Sauf que, détail quand même de taille, d'importance colossale, hein, colossale avec un K. Vous n'avez absolument pas vu Mélenchon parcourir aller chez Bourdin, chez machin, chez un tel, en disant Hollande est un traître, il avait promis la proportionnelle, j'ai besoin de la proportionnelle, moi Mélenchon, hein, patron de l'extrême gauche, afin que nous, on soit représentés à l'Assemblée nationale, exactement comme Syriza a obtenu ses députés, hein, à l'Assemblée nationale grecque. Non, vous le voyez pas. C'est curieux, non ? Putain, mais je trouve ça vachement intéressant. C'est même fascinant de voir le jeu politique invisible, hein, occulte, on va dire ça comme ça, occulte. Surtout quand on parle de la Grèce. J'ai commencé comme journaliste vraiment très jeune, hein. J'ai commencé à 23 ans. Je suis rentré dans le groupe de Claude Perdriel, Nouvel Observateur, Le Matin de Paris. À l'époque, il y avait Science et Avenir. J'ai commencé donc au Matin de Paris, précisément. Ensuite, avec des petites piges pour le Nouvel Observateur. Et lorsque Max Gallo qui était secrétaire général de l'Élysée, a été nommé rédacteur en chef du Matin, hein, parce que c'était une volonté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. À l'époque, les journalistes avaient des réactions politiques, puisque toute la rédaction du journal Le Matin avait démissionné. C'était un journal de gauche, hein, mais il n'avait pas accepté justement que le secrétaire général de l'Élysée soit nommé rédacteur en chef. Donc tout le monde, enfin quasiment 90% de la rédaction a démissionné. Et pour ma part, je me suis retrouvé parce que moi je m'occupais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était en train de naître, c'était l'informatique, hein, c'était les micro-ordinateurs, les premiers Apple, etc. Et donc je me suis retrouvé, donc parce que Philippe Tesson envoyait mes papiers, et le lendemain je me suis retrouvé au Quotidien de Paris où je suis resté quasiment 20 ans, quoi. Enfin, jusqu'à la fin du journal. Ensuite, j'ai conjointement été donc rédacteur en chef de France Câble et Radio, qui était le bras armé de France Télécom. Enfin, c'était Internet avant Internet, hein, parce que c'était des réseaux. C'était un réseau genre Minitel, vous voyez, à l'époque c'était sur Minitel, mais qui permettait de relier la totalité des plateformes, par exemple de Elf, tout ce qui était Elf Aquitaine, les plateformes de forage au fin fond du Nigérien, enfin au large du Nigeria plutôt, et donc il y avait énormément de banques aussi qui me suivaient, et je donnais tout ce qui était information technologique, informatique, et de puissance de calcul, vous savez, pour les grands groupes informatiques, en fait, pour les grosses multinationales, qui étaient vraiment passionnés par mes papiers. En fait, déjà à l'époque, je faisais une revue de presse qui était similaire à celle-ci, mais qui était, elle, très high-tech, hein, parce que là, c'était vraiment du réseau, satellite et puissance de calcul ce qu'on appelait à l'époque des mainframes. Voilà, donc ensuite, j'avais piloté tout ce qui était comment dire, publication internet du groupe IDG. Et alors c'était assez curieux d'ailleurs, puisque donc à l'époque il y avait le monde informatique, il y avait réseau et télécom, distributique, enfin pas mal de journaux comme ça, vraiment toujours spécialisés. Et donc je leur avais annoncé 4 mois avant, hein,
5 mois avant même. Je leur avais dit, mais attendez, tout ça c'est une bulle, c'est de l'internet, c'est une bulle, ça va exploser. Aucun des plans financiers que vous avez mis en place ne fonctionnera. Vous allez vous retrouver à pleurer et vous serez obligé de faire des licenciements massifs. Et alors, bien entendu, le conseil d'administration avait dit que j'étais Cassandre, et donc ils m'ont gentiment demandé de partir. À la suite de quoi, avec un autre journaliste du quotidien, Henri Tricot, on a lancé, à l'époque, on a lancé la maison d'édition, le Quotidien de Paris, qui aujourd'hui est dirigé maintenant par et qui appartient d'ailleurs à Marie-Hélène Kervarec. Et vous voyez que déjà à l'époque, j'essayais de prévenir, mais là c'était vraiment dans mon entourage proche, un désastre. Ils ne m'ont pas écouté et malheureusement 4 mois après, une fois que la bulle a vraiment explosé, elle a explosé grosso modo, je crois 6 mois après mon départ. Quasiment la moitié se sont retrouvés, ont été jetés à la rue. Voilà. Pas que chez IDG, hein, c'était l'intégralité de tout ce qui était high-tech et surtout, bien entendu, presse financière. Parce que ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que l'avidité fait que les gens ne veulent pas voir la réalité. C'est très intéressant parce que c'est toujours valable aujourd'hui. L'avidité porte les gens beaucoup plus loin et et leur permet de croire qu'ils vont qu'ils vont se porter mieux, comme si seul l'argent permettait d'apporter un bien-être. Alors que on voit bien que la spiritualité permet d'avoir un bien-être infiniment plus important dans la vie des gens. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on va dire ça comme ça. Dire aux gens qu'il y a une catastrophe qui va arriver, eh bien, ils n'aiment pas. Hein, voilà. Et donc, ils préfèrent ne pas vous écouter et vous virer. Et vous savez, l'ironie de la chose, je repense à ça. L'ironie de la chose, c'est que le PDG du groupe IDG, qui donc m'avait licencié, on va dire ça comme ça, 8 mois plus tard, était venu me demander, parce que lui-même s'est retrouvé au chômage, était venu me demander de l'embaucher donc au sein de la maison d'édition qu'on venait de lancer avec Henri Tricot. Vous voyez, les gens ne veulent pas croire pourtant tous les signaux sont là, il suffit simplement de regarder, il suffit d'analyser, c'est pas bien compliqué, on n'a même pas besoin d'être un analyste financier. La preuve, c'est que les analystes financiers sont des crétins finis, puisque même eux n'ont pas vu la crise venir. C'est ça qui est incroyable. Hein, tous les comptables, experts comptables, commissaires aux comptes, sans parler des banquiers, voilà, des directeurs financiers, ils n'ont pas vu la crise arriver. Et c'est tout à fait extraordinaire. Pourtant, tous les signes étaient là. Vous savez, le Jardin des Livres, maintenant, ça fait depuis 2001, ou 2002, je sais plus, 2001, je crois. 2001, et je me suis vraiment occupé de la publication de livres, hein, parce que vous savez, moi, je suis quand même assez connu des Français maintenant depuis 20 ans, grâce à mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, hein, qui est réédité chaque année, que ce soit en version poche ou dans la version 600 pages. C'est quelque chose qui est vraiment très connu. Et ce que j'avais vu, c'est qu'il n'y avait pas de... comment dire, les maisons d'édition, dès qu'il s'agissait de spiritualité, soit vous tombiez dans le New Age complètement stupide, soit vous tombiez dans le béni oui, cette espèce de mièvrerie. Et donc, moi, avec Tricot, on voulait trouver en fait un juste milieu avec une approche de journaliste, hein, tout simplement, de documents factuels. Voilà. Et donc, j'ai toujours respecté cette ligne. Et lorsqu'en 2007, moi je voyais dans la presse financière, dans le Financial Times par exemple, que les grosses banques d'un seul novembre-décembre, elles ont commencé à vouloir se recapitaliser. Je trouvais ça quand même franchement inquiétant. Et donc quand il y a eu l'affaire Kerviel, là j'ai lancé ma revue de presse sur mon site, hein, que vous connaissez, hein, sur quotidien.com et jevenec.com. Voilà. Et depuis, moi, à l'époque, franchement, je pouvais pas imaginer que ça prendrait une telle ampleur, hein, sincèrement. Mais parce que n'oubliez pas, j'avais annoncé quand même l'explosion de Wall Street avant que ça se passe.
hein, parce que j'ai commencé la revue de presse le 20 février 2008, hein, donc là on est, je sais plus, on est 2 ou 3 mars, Wall Street a explosé totalement, enfin la plus grosse explosion on va dire, c'était le 29 septembre 2008, voilà. Bah, 777, si vous voulez, c'est la résultante de ce qui s'est passé le 29 septembre. Hein, le 29 septembre, c'était la fête des anges, j'en ai déjà parlé maintes fois. Hein, c'est la fête des anges, Wall Street a explosé ce jour-là, et sur le tableau du Dow Jones, il y avait moins 777,7. Hein, voilà. Donc c'est là où je me suis dit, bon là c'est pas possible, c'est pas le hasard. Voilà. Et donc j'ai écrit le livre 777, là j'étais au salon de Bruxelles, vous avez aucune idée du nombre de lecteurs belges qui sont venus me voir en me disant, vous savez monsieur Jovenamic, j'avais lu votre livre il y a 3-4 ans quand il est sorti, ou 5 ans, je sais plus. C'est incroyable ce que vous avez annoncé la chose. Hein, et comme vous le savez, j'avais même annoncé un an à l'avance, précisément, le jour pour jour, à la radio ici maintenant. Ils sont tout à fait d'accord avec moi. Ils me disent, effectivement, pour les catholiques qui vont à la messe régulièrement, ils me disent, jamais nos curés africains qu'on voit avec des grosses baskets et en survêtement faire la messe, jamais, et même les curés français n'ont lu ce passage, parce que, comme tous ces curés ne croient pas au surnaturel, ils considèrent, si vous voulez, que ce type de miracle, c'est vraiment pour les simples d'esprit. Voilà, donc moi je dis, voilà, je suis un simple d'esprit. Non mais très sérieusement, c'est là où c'est là où la foi fait la différence. D'ailleurs, je l'explique bien dans tout ce premier chapitre de 666. C'est très très important. C'est ce qui m'a permis de comprendre, de mettre en place le puzzle. Hein, parce que à la base, au début, je comprenais pas. Il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête. Il y avait l'or, il y avait une partie, le Christ et l'argent, hein, ou l'argent au sens monnaie, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un lien dans tout ça. Et quand j'ai compris, là, le livre a démarré très fort, quoi. Enfin, je parle de l'écriture. C'était vraiment, c'était une fois que j'ai rédigé ce premier chapitre. Après, ça coulait de source. Hein, de là-bas jusqu'à la fin. La crise monétaire, peu de gens, je veux dire, dans le grand public, en sont conscients. Oh, maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui sont conscients. Vous savez, n'oubliez jamais une chose. Quand vous écrivez un livre, quel que soit vous avez deux types de livres. Vous avez les livres qui peuvent très bien avoir du succès colossal, immédiat, et ensuite qui tombent dans l'oubli, aussi soudain d'ailleurs. Exemple, les mémoires de Loana. Vous savez, cette star de piscine avec ses gros seins là. Très beau d'ailleurs au passage, mais vous voyez, son livre n'a pas survécu au temps. Hein, voilà. Vous avez des livres qui, eux, survivent au temps, c'est-à-dire qu'ils sont imprimés régulièrement. C'est le cas, par exemple, des mémoires de Thérèse d'Avila, ou quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur, c'est les mémoires de Sainte Catherine de Sienne. Hein, son dialogue avec Dieu, hein, c'est absolument remarquable. Et un livre vous donne des informations. Hein, vous donne des informations, soit il est validé par le temps, soit il ne l'est pas. Lorsqu'un livre apporte quelque chose au lecteur, eh bien, ils vous en sont reconnaissants. Et très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, au vu de tous les lecteurs que je rencontre, je pense que ces livres apportent l'information sûre, parce que je les ai prévenus longtemps à l'avance. N'oubliez pas, hein, j'ai commencé ça le 20 février de 2008. Et je peux vous dire que tous les gens qui ont acheté, par exemple, de l'or, ou de l'argent en métal, etc., dès 2008, mais ils me remercient. Je veux dire, ils m'offrent des cadeaux. Vous en avez vu un certain nombre. Hein, il y a même une petite vierge là, c'était trop mignon. C'était à Avignon d'ailleurs. Elle vient d'Avignon. La capitale des autres papes, on va dire ça comme ça. Non mais c'est très important. J'ai eu l'occasion de le dire à la radio. Être informé,
c'est la base de tout. Vous avez des gens qui ne voudront jamais être informés. Tant pis pour eux. C'est la même chose qui s'est passée en 1940. Vous avez des gens qui ne voulaient pas être informés, qui croyaient toutes les conneries que les journalistes de l'époque leur racontaient en disant que les Allemands vont aller se fracasser, se suicider sur la ligne Maginot. Ils ont juste contourné la ligne Maginot, ils ont envahi la France en 5 minutes, hein, je résume, hein, et du jour au lendemain, je le rappelle pour la énième fois, mais c'est très important de le dire, hein, plus personne n'acceptait les billets de la Banque de France. Voilà. Et là aussi, c'est les pièces d'or et les pièces d'argent qui ont parlé. Hein, voilà. Donc, tous ces lecteurs ont été avertis et ils ne se sont pas rendus malades. Tous les gens qui vont découvrir l'étendue du désastre, ça sera trop tard. Non seulement ils seront dans une situation catastrophique, mais en plus ils vont se rendre malades. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand vous avez l'information, vous ne vous rendez pas malade. Vous savez que ça va se passer, et puis c'est tout. Voilà, donc après, chacun voit midi à sa porte, mais au moins les gens sont informés. En tant que journaliste, j'estime avoir fait mon travail, et de le faire encore chaque semaine. C'est très important. Contrairement aux autres journalistes, je pourrais véritablement me regarder dans la glace et dire j'ai fait mon boulot. Ça ne sera pas le cas de Monsieur Langlais, par exemple. Hein, ça ne sera pas le cas des journalistes de BFM et de iTélé et de toute cette télévision d'État qui désinforme les Français à longueur de temps. Alors, dites-nous comment ça va se passer. En pratique. Comment ça peut se passer? Vous savez, ça va se passer de la même façon que ça s'est passé en Argentine. Hein, c'est un cas classique. Du jour au lendemain, les distributeurs sont en panne. Voilà, terminé, démerdez-vous. Et les femmes, en Argentine, tout le monde s'est mis au troc. Sans parler de la catastrophe, hein. Il y a eu des manifestations. Je veux dire, les Argentins ont tout cassé. Mais rien n'y fait, si vous voulez, parce que le gouvernement va se planquer en disant nous n'y est pour rien. Hein, c'est de la faute c'est toujours de la faute de quelqu'un, hein, alors que les Argentins avaient parfaitement vu la chose arriver, puisque les Américains avaient fait tous les virements et s'étaient retirés des mois, voire même une année avant, du marché argentin. Une fois qu'ils les avaient bien volés, ils ont rapatrié tout l'argent aux États-Unis, et ensuite du jour au lendemain, un lundi matin, paf, il n'y a plus un distributeur qui fonctionnait, et le peso qui était adossé au dollar, avait perdu 60 ou 70% de sa valeur, je ne sais plus. Hein, voilà. Et il se passera la même chose pour toutes les monnaies qui sont adossées au dollar. Exemple, la livre libanaise. Hein, bonjour aux spectateurs libanais, on vous salue bien bas, hein, bientôt vous allez pleurer également. Il s'est passé la même chose pour les Serbes, enfin l'ex-Yougoslavie. Hein. Il s'est passé surtout la même chose il y a quand même 4 semaines, hein, rappelez-vous, mois de mi-janvier, hein, quand d'un seul coup, les Suisses ont décidé de se désadosser, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a un terme en anglais qui est plus pertinent qui s'appelle le pegging, de l'euro. Hein. Donc du jour au lendemain, l'euro a perdu 30%. Perdu 30%. C'est pas tant le franc suisse qui est monté, c'est l'euro qui s'est pris une baffe dans la tête. Et donc tous les gens ont perdu 30% et tous les produits suisses étaient 30% plus chers à l'exportation. Voilà. Bon, c'est un cas classique, si vous voulez, quand plus rien ne repose sur l'or. C'est le grand classique. Et tout ça va continuer. Et le problème, si vous voulez, c'est avec la contagion bancaire, ça se passera d'un seul coup. Il y a une banque qui va tomber à un moment donné. Ça peut être une banque autrichienne, ça peut être une banque italienne. Hein, là, je pense notamment à la Monte Paschi. Et ça va faire comme en 2008. Ça sera genre banque Lehman. Sauf que là, pour le coup, ça va entraîner tout le reste. Parce que plus personne ne croira les politiques. C'est la grande différence. Il y aura une crise. Les gens ont cru les politiques, mais maintenant c'est fini. Voilà, ça sera terminé. Et tout le monde va se précipiter sur l'or et l'argent, exactement comme ce qu'on a vu en Grèce, là. Hein, au cours de ces 3 derniers mois, jamais les Grecs n'ont acheté autant de pièces d'or. Hein, ils se sont débarrassés le maximum de leurs euros. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'avec Syriza, du jour au lendemain, ils peuvent quitter l'euro. Donc ils se débarrassent de leur monnaie, ils le parquent dans des lingots d'or et des lingots d'argent physique. Même le British Mint s'est félicité. Hein, ils se sont frottés les mains en disant que leurs exportations de pièces d'or anglaises avaient explosé vers la Grèce. Tu m'étonnes. tu m'étonnes. Voilà. Ça va se passer comme ça. Du jour au lendemain, vous ne pourrez plus avoir. Et ça va être une catastrophe parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai connu ça. Vous aussi. Mais toute la nouvelle génération ne savent pas qu'on peut vivre sans carte de crédit, hein, sans chéquier, etc. C'est ce que je raconte en 777. Hein.
en disant que, que cette entité diabolique qu'est la finance américaine a pris le contrôle des gens à partir de 1975, où ils ont fait voter des lois dans tous les pays européens, faisant obligation à chaque citoyen d'avoir un compte bancaire. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes prisonnier de votre banque. Et en plus, vous pouvez même pas retirer votre argent. Déjà là, c'est mort. Hein. Hein, j'ai encore un lecteur hier ou avant-hier qui me disait il est allé à sa banque demander 5 000 euros, il voulait 5 000 euros en liquide. C'est son droit le plus strict. Hein, il en a des sous. Hein, et, il les a. Ah bah non. Ah bah non, mais on veut savoir pourquoi vous voulez les retirer. Je veux dire, le mec, qu'est-ce que ça peut vous faire Ah ben il nous faut une raison.